Voilà, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Manpeter à Byron-les-Cirques pour le musée des illusions. Manpeter, je vous laisse nous présenter un petit peu en quoi ça consiste, même si déjà on est en train de découvrir quelque chose de bien sympathique. Oui, je suis en train de vous montrer une lévitation électromagnétique, parce que le musée des illusions, c'est aussi le musée des sciences. On essaye de vous présenter dans ce musée non seulement les illusions de la magie et du spectacle, mais tout ce qui scientifiquement peut étonner et peut vous donner envie, ou surtout donner envie aux enfants, de découvrir la science. Regardez comme c'est sympa, ce petit truc qui vole tout seul, on peut le faire monter, descendre. On va même le coller au plafond. Et voilà. Et, moi je vais, parce que là, on pourrait y passer des heures, Manpeter. Voilà. Je sais, ça va être frustrant pour le public, mais il faudra qu'il vienne, hein, tout simplement. Il y a tellement de choses à voir dans ce musée-là. Pour vous dire. Attention, voici le... Voilà, ça redescend, on va l'enlever. Pour vous dire, une visite que de l'exposition où il y a 300 expériences peut demander plus que l'après-midi. Donc habituellement, si vous venez au musée et qu'il y a le spectacle qui dure 90 minutes, vous en verrez certainement un extrait tout à l'heure, l'après-midi ne suffit pas. Donc c'est pas grave, on ne visite pas le Louvre en une fois, le musée des illusions non plus, et on a envie de revenir pour voir le reste. Hein. Voilà, et on va montrer, alors, c'est encore une fois scientifique, c'est ça qui est passionnant. Scientifique, la machine de Windhouse qui permet de faire de l'électricité statique. Alors l'électricité statique, c'est quelque chose que les grands se sont amusés autrefois, et ils ont pas, malheureusement les parents ne remontent plus à leurs enfants, en frottant leurs règles en plastique contre le coude. Là je prends un chiffon, et grâce à ça on pouvait attirer des petits bouts de papier. Exactement. Hein, donc ça, je recommande aux parents de s'amuser avec des peignes, avec des trucs en plastique, et d'attirer des petits bouts de papier, c'est sympa. C'est plus sympa que de prendre une décharge en mettant les clés dans la voiture. Exactement. Mais si on veut faire l'électricité statique de façon plus importante, voici une machine de Windhouse qui est du début du 19e, qui va nous permettre de faire de très belles étincelles. Alors dites-moi, parce que ça servait à quoi? C'était des démonstrations scientifiques pour le coup? Non, pas du tout. Ça a été la première machine qui a permis de faire de l'électricité. Et de l'électricité qui a servi à faire les premières radioscopies. Parce que l'appareil radio, la lampe à rayon X avait besoin d'énormément de tension. Et c'était la seule machine qui pouvait faire beaucoup de tension. C'est une machine électrostatique qui était associée à des bouteilles de LED qui étaient dans les caves des hôpitaux, enfin des endroits où on faisait des radios, qui permettaient d'avoir des décharges d'électricité très importantes. Mais je vais vous montrer rapidement, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Allez-y, une des expériences amusantes que j'ai fait, c'est les cloches de mon école. Voilà les cloches qu'il y avait dans mon école, et je cherche de quoi les raccorder. Voilà. Hop là. Les cloches de mon école, la fin de la récréation était faite par deux cloches, et là il y avait une ficelle que l'instituteur manipulait pour faire sonner les cloches. Comme tout bon potage que nous étions tous, un jour il y en a un, je ne dénoncerai pas, qui a coupé la corde à ce niveau-là. L'instituteur voulant sonner la cloche, il n'y avait plus rien. Bon, il a sorti le bon vieux sifflet, il nous a rassemblés, on s'est pris une ramenée, je dirais. Mais le lendemain, on regardait cette cloche et on voit qu'il n'avait pas remis le fil. On s'est dit, tiens, la récré va durer plus longtemps. C'était mal savoir et mal connaître notre instituteur qui aimait la science, qui avait été emprunté la machine de Windhouse au collège à côté, et avait relié sa cloche à la machine. Et là, quand il a tourné la manivelle, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va séparer ça. Et voilà, la cloche qui sonne tout seul. Non, magie, mais science aussi, hein, finalement. Ah, c'est que de la science, mais là, on pourrait penser que c'est un petit fantôme qui sonne la cloche. Ouais. Alors que c'est simplement un phénomène d'électromagnétisme et d'électrostatique. Voilà. Alors, je me permets juste un petit... parce que passionné de cinéma que je suis, le Frankenstein des années 30, à la fin, quand il crée la créature, il y a effectivement cet appareil qui fait plein d'étincelles. Il y a cet appareil-là, et il y a surtout un autre appareil que je n'ai pas là, qui s'appelle l'échelle de Jacob, où entre deux tiges métalliques, on voit des arcs électriques qui montent. Et ça, je ne l'ai pas encore retrouvé à le réaliser, parce qu'il faut encore des tensions supérieures, surtout continues. Voilà. Et regardez, rapidement, toujours aussi rapidement, je vais vous montrer avec cette bougie. Alors, le briquet, on va allumer la bougie. Une expérience qui a été menée par un Américain, qui est très connu. La preuve qu'il est connu, c'est que son effigie est sur les billets de 100 $. Cet Américain a coécrit avec une autre personne la Convention des États-Unis. Et il était un inventeur célèbre. Et grâce à l'invention qu'il a faite, et que je vais vous démontrer une partie là,
il sauve la vie de nombreuses personnes et il a continué maintenant à le faire. Regardez, je vais vous montrer ce qui se passe quand je fais tourner là. Regardez la flamme de la bougie. Regardez comme la flamme de la bougie se couche. Et on va le relâcher. Regardez, il reste droit. Et bien là, c'est un flux d'électrons, c'est-à-dire des électrons électriques qui vont partir, qui vont créer un courant, qui vont souffler la bougie. Hein, et ça lui a permis de découvrir le paratonnerre. En fin de compte, cet Américain, c'est Benjamin Franklin, qui, grâce à son faisceau d'électrons et un cerf-volant, a inventé le paratonnerre. Voilà. Alors c'est vraiment un régal. Manpeter, qu'est-ce qu'on découvre encore un petit peu là? Parce que c'est tout à fait passionnant. Je ne sais pas si c'est vous qui me guidez. Il y a plein d'expériences, donc les expériences... Parlez-moi de la lampe, tiens, je sais que vous la regardez, parce que moi, là, vous savez, la lampe sur votre gauche, là. Ah, la lampe, regardez, la lampe qui est en lévitation. Voilà. Regardez, je vais vous la montrer. Ben, ça, c'est un objet qui est très sympa. Regardez, cette lampe qui est en 2 morceaux. Et tout ça, c'est de la science, en fait. Hein. Ça, c'est de la science. Comme, alors là, voilà, regarde. Hein, comme ça, c'est de la science aussi. Ce petit vase, là, c'est le vase idéal pour la fête des mamans. On ne peut pas le renverser. ça regorge comme ça de petites expériences. Alors... Il y en a plus. Quand je dis qu'il y en a 300, c'est vraiment minimiser le nombre d'expériences qu'il y a. Il y en a plus que 300, en fait. Hein. Mais je préfère annoncer 300. Regardez, allez, une dernière avec l'électrostatique, après on passera à autre chose. Ça marche. Celle-ci. Alors là, ça fait rire tout le monde quand je dis que ça m'a coûté très cher à fabriquer. 3 bouteilles en plastique. Les bouteilles de chaque côté ont chacune un morceau de feuille d'aluminium. Et celle du milieu, je vais vous la montrer, n'en a pas un, mais on a 3. Regardez. On peut les compter. Il y a 3 morceaux d'aluminium. Grâce à ma machine de Wixous électrostatique, je vais envoyer du courant sur chaque bouteille. Et voilà, incroyable. On vient d'inventer le premier moteur à répulsion électromagnétique. Et voilà, pas d'enroulement, rien. Et ça fonctionne et ça tourne. Alors, électrostatique, je vais être embêtant. Maintenant, on va faire un petit peu le monde de... Comment on va dire? Oh, faut pas se faire mal. Ça chatouille, c'est pas grave. Les illusions d'optique, si vous voulez bien, maintenant. Parce que là aussi, il y a des choses à dire, on va dire. Alors, je ne vais pas vous parler que des illusions optiques. On en verra beaucoup parce que c'est ce qui est le plus facile à voir. Ce qu'on appelle l'illusion des 5 sens. On va parler des 5 sens. C'est-à-dire la vue, l'ouïe, le goût, le toucher. Hein. J'ai dû en oublier un, mais enfin, peu importe. Sont en fin de compte des réactions de notre cerveau pour compléter un manque d'information. Exactement. Je vais vous expliquer. Par exemple, vous avez un œil temporairement qui est blessé, vous ne le voyez pas, il est caché, vous ne pouvez plus voir un relief. Faites l'expérience chez vous avec un œil, vous ne voyez plus le relief. Mais votre cerveau, comme vous le verrez peut-être tout à l'heure, grâce au jeu des ombres et de la lumière, va vous redonner le relief et va vous permettre d'avoir une activité normale. Sinon, sans relief, essayez d'attraper l'once d'une tasse, vous n'y arriverez pas. C'est aussi valable pour le goût. Pour l'ouïe, l'illusion la plus importante de l'ouïe, c'est celle que vous utilisez en écoutant de la musique. C'est la musique en stéréo. Et maintenant, je vous recommande d'aller sur le net ou sur le site du musée où il y a de l'hyper-stéréo, où vous, en fermant les yeux avec un casque sur les oreilles, vous verrez le son tourner autour de vous et se déplacer. Mais c'est formidable. Et ça, pour faire ces nouveaux enregistrements, j'ai vu qu'on est en train de faire un film comme ça maintenant, on utilise non pas un micro, mais une tête micro, où les micros sont placés sur une tête en plastique ou à la place des oreilles, de façon à ce que vous rendre exactement le son que vous percevriez si vous étiez sur place. Alors Manfred, moi je vais insister un petit peu. On fait une illusion d'optique avec une belle fenêtre où il y a du linge à sécher, si vous voulez bien. Si vous voulez. Alors on vous suit parce que c'est un plaisir. Là, on va passer dans les illusions de l'image. Voilà. Hein, alors. Comme ça, on découvre aussi votre. Voilà. Bâtiment. Alors là, vous allez voir que là, donc sur ce panneau-là, ce grand panneau, vous allez voir, je ne sais pas, il y en a une soixantaine à peu près d'illusions d'optique qui sont sympathiques. Alors, il y en a une que j'aime bien parce que, voilà, c'est celle-ci. Enfin, je les aime tous, mais celle-ci particulièrement. Vous voyez, c'est une fenêtre comme au début du siècle, je veux dire, au début des années 1960-70. Hein, ça nous remonte quand même à plus de 70 ans en arrière. Où aux fenêtres, on avait tendance à mettre du linge à sécher, ou alors une balconnière avec non pas des fleurs, mais du persil, enfin des herbes aromatiques, pour éviter d'aller au jardin. On voit ici que le chat, je ne vois pas ce qu'il ferait sur le bord de ce volet-là, il est en danger, là, on va le mettre au bord de la fenêtre où il devrait être.
Alors maintenant, si on regarde au-dessus, là-haut, le pot de fleurs, alors là, au moindre coup de vent, il ne faut pas passer sous la flèche, hein, parce que là, vous allez prendre le pot de fleurs sur la tête. Et alors, je ne sais pas qui a posé le rideau, mais le rideau, ça ne se met pas au volet, hein, ça se met ici. Voilà. Alors là, maintenant, je ne sais pas ce que vous voyez, mais si vous voyez quelque chose d'autre, c'est votre esprit, hein, c'est pas moi. Ah oui, oui, en tout cas, là, franchement, je peux beau l'enlever. paysage depuis la fenêtre, on peut dire, je pense. Voilà, ça, vous voyez ce que vous voulez, ça n'engage que vous. Je vais rapidement vous en montrer un autre qui est sympathique. Il y en a d'autres, mais regardez, je vais vous montrer celle-là. Il y en a plein d'autres, mais on va regarder celle-ci. Je pense que tout le monde voit la grenouille. Exactement. Elle est belle, cette grenouille. Oui. Mais regardez, un coup de baguette magique. Et c'est plus une grenouille, mais c'est un beau cheval. Et ça, c'est vraiment le cerveau, hein, parce que là, on s'amuse. Alors mais là, c'est le cerveau, et c'est aussi l'artiste qui s'est amusé à faire ça. Voilà. Hein, une illusion qui va vous montrer pourquoi. Ça, c'est pour les dames, regardez là, cette photo. C'est deux robes. Une avec des rayures horizontales et l'autre avec des rayures verticales. Oui. Je vous assure que la silhouette de la dame est la même. Hein. Alors celle-ci, ça ne l'améliore pas. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'Obélix a sur son pantalon des rayures verticales. Hein, et ça, on plaisante, mais le monde de la mode y a réfléchi aussi. Bien sûr, bien sûr. On le dit, hein, les rayures. Bien sûr, les rayures, le monde de la mode. Mais la mode utilise beaucoup les illusions aussi. Il y a des robes, je n'ai pas là, mais si vous cherchez des robes qui vont amincir la taille par un décor noir, par des choses comme ça, qui sont superbes. Hein. Vous pouvez nous parler du carrelage goutte d'eau, si vous voulez aussi. Oui, on va essayer. Alors là, il faudra bien être attentif. Voilà. On va passer sur le carrelage, on va le voir là. Alors Manfred, on va le mettre. Je sais qu'il faut se mettre bien dedans. Voilà. Alors, si vous avez la netteté, il n'y a pas de problème. Là, on voit un carrelage goutte d'eau des années 70 à peu près. Un carrelage italien qui était en différentes couleurs. Et ce carrelage-là, j'ai découvert dans la salle de bain de mon beau-frère. Plutôt dans les toilettes, mais ces toilettes, salle de bain, avaient tout ce carrelage-là, mur et sol, qui était très sympa à l'époque. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais des gouttes d'eau par terre, bon, ça évite de nettoyer peut-être. Là, on voit bien. Et regardez, si je tourne ce carrelage, je vais simplement lui faire un demi-tour. Vous allez voir que les gouttes d'eau que vous voyez sont devenues maintenant des creux. Regardez ici. C'est plus une goutte d'eau, c'est un creux. Et simplement en retournant le carrelage. En retournant le carrelage, parce que là, on va utiliser nos habitudes de voir les ombres. Les ombres sont normalement projetées vers le bas, en dessous de la surface montante. Donc là, si on a une ombre ici, c'est qu'on est plus épais là que là. Et de même que la partie qui remonte est lumineuse. Ce qui fait que là, on voit un creux. Si maintenant je tourne, je vais simplement inverser les ombres, considérant toujours que la lumière vient vers le haut. Ici, on est éclairé, donc on monte. Là, on a une ombre, donc on redescend. Et voilà comment on a une goutte d'eau. Peut-être plus facile à voir, c'est ici. Je ne sais pas si on le voit bien. On voit bien. Alors, on a 2 traces de pas dans le sable. Ça rappelle un peu les vacances. Vous reconnaîtrez que les traces du bas sont normales, c'est-à-dire en creux. Il y a une photo qui ne colle pas, celle du haut, finalement. Voilà, celle du haut, les pas sont en relief. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Mais regardez, suivez bien les yeux. Ces traces qui sont normales, regardez, quand je vais arriver en haut, c'est elles qui vont passer en relief et celles qui étaient en creux vont devenir en creux. Tout ça par simplement l'inversion des ombres. Et là, c'est bien encore notre cerveau qui crée cette illusion pour nous rendre service et nous rendre un vrai rendu d'ombre. C'est tout. Peter, on continue parce que vraiment c'est un régal. Qu'est-ce qu'on va découvrir comme expérience? Alors, on va découvrir des illusions qui sont dues à une vision monooculaire. C'est-à-dire que comme si on n'avait qu'un œil, on perdrait la notion du relief. Mais comme on a des habitudes de relief, notre cerveau va nous rendre un autre relief que la réalité. On va regarder, ici vous avez 2 écrous réalisés en carton. Mais enfin, vous voyez bien les 2 écrous, est-ce qu'on les voit là? Très très bien. Voilà, allez, regarde, là j'ai une barre. Regardez ce qui va se passer. C'est pas logique. Non, c'est impossible qu'on puisse passer une barre comme ça. Je vous ai dit, c'est parce qu'avec la caméra, comme si on se cache un œil, on a une vision monooculaire. Maintenant, peut-être qu'en se mettant sur le côté, en filmant sur le côté, on va pouvoir montrer ce qui se passe. En fin de compte, on n'est pas en relief, mais on est en creux. Et votre cerveau, comme il voit des boulons, pour lui, c'est en relief, il va tout renverser pour vous redonner le vrai boulon qui est là et qu'on peut... Et la tige qui est droite paraît toute tordue. Donc aussi de l'importance de venir chez vous, parce que là, comme vous l'expliquez, la caméra ne filme comme si c'était un seul œil, mais il y a des tas de choses qu'on peut découvrir grâce au relief, hein, tout simplement. Grâce au relief. Regardez là, vous avez une autre illusion là, en filmant, en déplaçant avec la caméra, parce que ça, je demande aux spectateurs de se cacher un œil. Donc là, avec la caméra, on a besoin de cacher. Si vous déplacez, regardez cette illustration un peu de Pac-Man,
vous allez voir que les fantômes et tout ça, faut bouger la caméra de droite et de gauche. Voilà. Parallèlement, là, peut-être pas en tournant, mais en vous déplaçant latéralement. Impeccable. Revenez vers moi, là. Voilà. Donc, on le vit en direct, exactement, on voit que ça se déplace. Hein. Ça se déplace, alors que vous avez l'illusion qu'on est au fond de couloir. Et si on regarde, on va essayer de donner peut-être un autre angle à la caméra pour vous le montrer, vous verrez que ce ne sont pas des couloirs, mais des pyramides. Voilà, alors on va là, pour le coup, je vais essayer il faut carrément se mettre latéralement. Ouais. Voilà. Voilà, tout simplement. Et c'est l'œil qui se fait c'est votre cerveau qui va adapter l'image de l'œil, qui va la corriger pour vous donner une vision habituelle. C'est bien ce que je dis, c'est que le cerveau va corriger pour vous donner quelque chose de conforme à vos habitudes. Donc, ce n'est pas une erreur. Souvent, on reproche à notre cerveau de dire il fait n'importe quoi, il nous crée des erreurs, des illusions. Savoir qu'il ne crée que des illusions que pour nous aider. Exactement. S'il vient à notre aide, de temps en temps, il peut rater, mais des milliers de fois dans la journée, il vous aide et on va lui reprocher une fois de temps en temps de nous trahir. Bon. Voilà. Et juste en dessous, j'en profite quand même, parce que là, on voit par exemple ce qu'on croise souvent dans les rues, c'est le vélo dessiné sur dans la rue. La piste cyclable. Et vu de dessus, voilà ce que ça donne. En fait, il est très allongé. Pour quelle raison? Il est très allongé parce que vous avez une vision latérale, vous allez voir en biais, donc pas de face. Donc vous allez déformer ce que vous voyez. Et vous voyez ce vélo tel qu'on le voit là, il paraît encore écrasé. Oui. Il aurait encore fallu l'allonger un peu plus. C'est pour ça aussi que les lettres stop, ralentir, école, si vous vous arrêtez au bord du trottoir, vous regardez, vous verrez qu'elles sont totalement disproportionnées sur la hauteur. Et ça s'appelle l'anamorphose? Ça s'appelle une anamorphose. Et les anamorphoses datent du XVIe siècle. C'est ce qu'on peut voir. Alors, expliquez-nous, parce que c'est passionnant, ce qu'on voit là avec un écran qui est des photos rallongées, je ne sais pas trop comment on va dire. Alors, c'est des photographies ou des images qui ont été déformées. Alors, celle-ci, c'est une gravure d'époque, donc elle n'a pas été déformée, parce qu'elle a été peinte comme ça. Là, c'est une photo. Donc, je les ai déformées avec un logiciel informatique que j'ai travaillé pour qu'on puisse les voir par reproduction dans le cylindre qui est au-dessus. Alors, celle-ci est magnifique. Je ne sais pas si vous aurez le temps de la voir. Ouais, c'est Jules Verne. En bas, on voit Jules Verne, mais si on regarde la photo... On a un paysage de Groenland, enfin de glace. C'est une magnifique expérience. Mais j'en profite, expliquez-moi, parce que parmi ces photos, il y a un bateau, une peinture de bateau. Et là, on dépasse juste l'expérience scientifique. Hein. Ça servait commercialement, on va dire. C'est quasiment la première pub ou la première argument de vente qui existait. En France, on a de magnifiques musées de la marine, que ce soit Brest, que ce soit Paris, enfin les ports où on construisait. On a de très beaux musées de la marine. Un musée de la marine, ce qui fait sa qualité, c'est la qualité des maquettes qui sont exposées. Il faut savoir que ces maquettes-là n'étaient pas faites pour le plaisir, c'était simplement des arguments de vente. Les gens qui achetaient les bateaux ne savaient pas lire un plan. Donc la seule façon de leur vendre un bateau, c'était de faire la maquette avec le plus de détails possible pour qu'ils achètent sur maquette, comme on pourrait acheter un appartement sur plan maintenant, et sur maquette. Donc ils visitaient la maquette. C'est pour ça que les canons, tout était représenté, les détails, on pouvait ouvrir, aller voir l'habitat du commandant et tout, le château arrière, tout était visible pour vendre. Et je ne sais pas quand est-ce qu'elle passera, mais là, il y a une anamorphose qui a été créée qui a permis de vendre un bateau à Louis XIV. Alors, le problème, c'est que ça passe au hasard et je ne sais pas si on pourra le voir. Justement, on va dire aux spectateurs de venir vous voir et de prendre le temps comme ça de découvrir parce que c'est absolument magnifique. Là, il faut prendre le temps parce que là, il doit y avoir 90 anamorphoses actuellement, des anciennes et des récentes. Qu'est-ce qu'on découvre là, Manpeter? Alors là, ce sont une ancienne illusion qui servait dans les fêtes foraines à créer des entresorts, notamment la femme qui se transforme en gorille. Mais moi, j'ai voulu créer autre chose, parce que comme il y a beaucoup d'enfants, en fin de compte, c'est Roméo et Juliette, où le garçon apparaît, la fille disparaît, ou même à un moment, on peut les voir tous les deux ensemble. Le fonctionnement même de votre musée, c'était quoi? La volonté d'allier le scientifique avec la magie? Parce qu'on va découvrir la magie un petit peu plus tard. Alors, la chose de base, c'était la magie. Je suis magicien depuis toujours, je fais des arbres de Noël depuis 40 ans à peu près, enfin des spectacles depuis 40 ans, mais mon plaisir, c'est la magie. Et quand je suis arrivé dans cette maison, à Bayronne-les-Cirques, qui est la maison natale de mon épouse, il y avait cette grange. Et l'idée, ça a tout de suite été, moi j'avais plus de vaches, j'avais pas envie, hein, d'en faire une petite salle de spectacle. Mais une salle de spectacle en soi-même,
Je pensais qu'il y avait besoin d'autre chose pour attirer les gens. Et comme je suis aussi technicien et passionné des illusions de la science, j'ai décidé de créer ce musée qui présente toutes les illusions, que ce soit des illusions dues à la science, dues à nos sens, ou les illusions du spectacle. Et c'est à peu près 50% des deux quand vous faites une visite. Puisqu'il y a un spectacle à chaque fois de 90 minutes, un spectacle complètement varié, et l'exposition de magie, l'exposition qui a plus de 300 images, expériences et tout qu'on peut voir. Hein. Voilà. Et donc, voilà comment c'est venu. Et puis, il s'améliore de plus en plus, puisque cette année, on vient encore de rajouter plein de choses, notamment des magnifiques sièges qui viennent de Limoges, du théâtre de Limoges. Voilà. Bah, je vous propose encore de nous faire découvrir une illusion d'optique, mais ça rend fou aussi. Hein. Franchement, expliquez-nous ce dont il s'agit. Cette illusion-là, elle est connue sous le nom du mur du café. Pourquoi? Parce que à New York, tous les commerces avaient une devanture carrelée. Et tout le monde avait un carrelage noir et blanc traditionnel, en damier, un peu comme celui-là. Et un patron de café a décidé de faire décaler les carrelages. Et tout d'un coup, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Et on s'est aperçu que les horizontales n'étaient déformées, qu'elles n'étaient plus horizontales. Donc il n'a pas voulu payer son carreleur en disant « Moi je t'avais demandé, mais je voulais que ça soit droit. » Et pourtant, le carreleur avait très bien travaillé, c'est simplement une illusion d'optique, et en plaçant d'un côté à l'autre, on va voir qu'on bascule les horizontales. Voilà, ici, cumulé vraiment au plus fort. Parce qu'on précise, hein, au-dessus, c'est pareil, hein, ce sont des parallèles, c'est impeccable. C'est pareil, et puis si on fait un tour de caméra, on va le voir en le voyant complètement de profil que c'est parfaitement droit. Voilà, bah Gilles, revenez ici. On vous remercie, mais finalement, c'est que la première partie de la visite de votre musée, parce que la semaine prochaine, ce que je propose aux spectateurs et vous de nous faire découvrir, c'est un peu la partie historique, je montre juste un petit peu, mais c'est tellement sublime. Ça sera un petit peu tous ces objets, et peut-être le monde du relief, si vous voulez bien. Oui, le monde du relief, il n'y a pas de problème.